mourir dans la dignité. Très bien. Merci. Tout n'est pas essentiel que les gens enregistrent. C'est pas grave. Merci. Et par ailleurs, c'est un sujet qui est très régulièrement abordé en ce moment, qui est quelquefois l'objet d'informations de ce qui se passe à l'étranger, sur ce que certaines personnes, même vivant en France, vont à l'étranger pour exercer leur droit à mourir dans la dignité, en Suisse ou en Belgique en particulier. Et on voit bien que c'est un sujet et même un enjeu de société. Je veux dire que cela ne va pas de soi. Ça veut dire. Et bien évidemment, ce sont des questions éthiques qui se posent aussi bien pour celui qu'on aide à mourir que pour celui qui aide. Une question de société. Notre société, et en particulier la société française, aujourd'hui, l'essentiel devrait être aider à vivre. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait le plus possible aider à vivre. Donc, c'est une question qui n'est pas évidente pour personne. Mais évidemment, il y a des questions de culture, des questions de religion. Vous aborderez, je pense. Et je pense que c'est une question qui se pose à tous. Il répond oui, il répond non. Ça, elle se pose tout le monde, parce que la question de la fin de vie, nous n'avons pas forcément envie d'aborder tout de suite, et ne peut pas être abordé ainsi. Et c'est d'ailleurs frappant, je pense, dans les. C'est un terme, je le signale parce que j'ai vécu moi-même par des proches, par beaucoup de gens que j'ai pu connaître, ma famille, des amis, etc. Une des questions, quand on apprend de cette quelqu'un, c'est d'être fait. Comme si c'était la question essentielle. Je pense que c'est une question essentielle. Mais en tout cas, ça témoigne bien de l'interrogation de la fin de vie qui est posée à tout le monde. Et pas souffrir ou il est parti heureux. J'ai entendu ça de nombreuses fois, oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui, quelque sorte, soulage ce qui reste, en tout cas, d'avoir perdu un être cher. Et c'est ce genre de questions qui, je crois, se posent à tous un jour ou l'autre, qu'on a déjà associé. Et donc je remercie Jean-Denis qui vient ce soir. Il préside l'association pour la défense du droit à mourir. Et il va nous expliquer ce qui font cette association, ce qui se passe aussi en France aujourd'hui. Il y a une velléité de faire une loi, de légiférer, les débats qui sont en cours, et ce qui se passe aussi peut-être parce que c'est intéressant dans des pays voisins. Je crois que ça a des interférences avec ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, merci d'être là et je passe la parole, je vous passe le micro aussi. Et voilà. Bonsoir à toutes et à tous et merci au Cercle Condorcet de m'inviter. C'est un plaisir d'être là. Alors, vous me demandiez ce qu'était la DMD. Je vais commencer par ça. Qu'est-ce que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité? D'accord. Donc, c'est une association qui a été créée en 1980, donc il y a 43 ans. Donc, quoi, ce débat ne date pas d'hier, malgré ce que certaines personnes voudraient nous faire croire en nous disant il faut encore attendre, il faut encore y réfléchir. Ça fait bien longtemps que les Françaises et les Français y réfléchissent, mais c'est une association qui compte aujourd'hui 77 000 adhérents sur tout le territoire français, avec plus d'une centaine de délégations dans les départements, association militante, on le revendique, association qui milite pour le droit de mourir dans la dignité, sans dire que le droit de mourir dans la dignité, c'est le droit de mourir par une aide active à mourir, mais pour nous, le droit de mourir dans la dignité, c'est le respect du libre choix de chacun.
et chacun va, face peut-être à la maladie, face aux souffrances, on en a parlé, avoir une définition propre de la dignité ou de ce qu'il juge compatible ou incompatible avec sa dignité. Mais c'est aussi, et j'y tiens, une association d'entraide et de solidarité avec une commission soignante, avec une commission juridique, avec une ligne d'écoute tenue par des bénévoles, avec des représentants des usagers, et puis avec une spécificité, ce qu'on appelle les jeunes de l'ADMD. Donc ce sont les adhérents de l'ADMD qui ont moins de 36 ans et qui vont, par exemple, chaque année faire un tour de France depuis pratiquement 10 ans pour parler de la loi actuelle, pardon, parce que si on souhaite une évolution de la loi, on fait connaître la loi actuelle. C'est une mission d'intérêt général que nous avons. Et puis faire connaître les directives anticipées et montrer que si nous sommes dans un pays où la mort semble tabou et reste tabou, nous restons persuadés que plus tôt on en parle, mieux on se porte et qu'il faut en parler pour ne pas justement se retrouver dans des situations qui mènent à des incompréhensions, qui mènent à des souffrances et qui mènent parfois à des affaires tristement médiatiques comme on a pu en connaître. Et j'en suis donc président depuis président bénévole depuis 2 ans et demi, et pour parfaire, j'ai 40 ans. Ça, moi, tout est dit sur l'ADMD. Mais l'ADMD, ce n'est pas que le droit de mourir dans la dignité. Il y a bien d'autres associations, bien d'autres structures, et je commencerai par là, dans ce débat où je salue également le pacte progressiste et républicain sur la fin de vie, qui regroupe aujourd'hui 26 organisations laïques et républicaines pour demander à ce qu'il y ait une révision de la loi. C'est un débat intime, vous l'avez dit. C'est un débat qui touche à nos convictions, qui touche à nos croyances, qui touche à nos incertitudes, aux certitudes parfois. Je ne me présente pas devant vous en ayant une vérité universelle ou des certitudes, bien au contraire. Et je pense que c'est justement parce qu'il y a toutes ces incertitudes que nous devons voir ouvrir un champ des possibles dans la législation, mais c'est finalement un débat qui est universel. J'ai une mauvaise nouvelle peut-être ce soir, mais ce débat concerne tout le monde puisque nous allons toutes et tous mourir. C'est la seule peut-être vérité universelle qui nous rassemble. Alors évidemment, on souhaite que ce soit le plus tard possible, sans s'en rendre compte, mais la réalité des choses aujourd'hui fait que la fin de vie devient de plus en plus médicalisée, qu'on meurt très souvent de maladies, de différentes affections pathologiques, et que parfois on ne se sent pas toujours respecté dans sa dignité, et du moins dans son libre choix et dans ses volontés essentielles. Je vous le disais, c'est un débat qui vient de loin. Il faut se le rappeler, la première proposition de loi sur ce qu'on appelle le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire la légalisation de l'aide active à mourir et parler des soins palliatifs, j'en reviendrai sur les soins palliatifs, ça date de la fin des années 70. Et donc aujourd'hui, on en est encore à attendre un projet de loi hypothétique et on nous dit, il faut prendre son temps. Mais je le rappelle, fin des années 70, c'était un sénateur radical de gauche, Henri Caillavet, qui avait fait cette proposition de loi, qui a été président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et donc, avant de s'intéresser à une nouvelle loi, il est bon de savoir d'où on vient. Alors, on vient des années 95 avec une première loi où on a parlé pour la première fois de la douleur, du soulagement de la douleur. Et puis, 4 ans plus tard, vous avez en 1999 une loi qui nous parle d'une belle chose, mais qui n'est toujours pas réelle aujourd'hui, c'est l'accès universel aux soins palliatifs. Ça date d'il y a très longtemps, mais encore aujourd'hui, parce que l'État n'a jamais mis pleinement les moyens. Il n'y a pas, pour toutes les Françaises et les Français qui le souhaiteraient, cet accès équitable sur l'ensemble du territoire, mais j'y reviendrai. Et puis, il y a juste après, en 2002, la loi Kouchner. La loi Kouchner, elle est importante, ce débat, parce qu'elle fixe ce qu'est la démocratie sanitaire dans notre pays. Elle dit que nous avons toutes et tous le droit de refuser des traitements. Nous avons toutes et tous le droit d'être informés sur notre situation médicale. Et vous avez ensuite des lois qui interviennent et qui légifèrent pour la première fois sur la fin de vie. Toutes ces lois sont le fruit d'affaires médiatiques. La première loi qui existe en France, c'est la loi dite Leonetti, loi de 2005, qui est une réflexion parlementaire suite à la triste affaire de Vincent Imbert. Vincent Imbert, pour celles et ceux qui s'en rappellent, qui était un jeune sapeur-pompier volontaire, qui a eu un accident très grave de voiture, qui s'est retrouvé tétraplégique et qui avait écrit à l'époque
à Jacques Chirac, président de la République, une lettre pour lui demander le droit de mourir face aux souffrances qu'il jugeait insupportables. Et le président de la République lui avait dit alors, je n'ai pas ce pouvoir-là. Et c'est sa maman, Marie Imbert, aidée par le professeur Chaussois, qui l'a aidé à mourir. Marie Imbert, qui derrière a été traînée devant les tribunaux, qui a subi 40 expertises psychiatriques, une interdiction de sortie du territoire, comme si Marie Imbert allait pratiquer des aides actives à mourir sur d'autres personnes, alors que Marie disait une chose simple, fils. Et face à cela, les parlementaires se sont auto-saisis de la question. Et donc, cette loi Leonetti est apparue. Loi Leonetti qui définit l'interdiction de l'acharnement thérapeutique. Alors, ça deviendra l'obstination déraisonnable, mais c'est la même chose. Qui parle pour la première fois des directives anticipées. Il est bon de le rappeler, cela fait 18 ans que les directives anticipées existent. La personne de confiance, c'était un petit peu avant. C'était lors de la loi Kouchner de 2002. Et puis la loi de 2005 reconnaît la possibilité d'un double effet, c'est-à-dire la possibilité pour un médecin, face à des souffrances insupportables et un mal incurable d'un patient, de pouvoir faire un traitement qui pourrait, comme objectif secondaire, abréger la vie du patient. Cette loi, elle a été jugée insuffisante par beaucoup et par Jean Leonetti. Elle a été jugée inconnue par beaucoup et par Jean Leonetti. Et puis, on a eu des affaires médiatiques. On a eu Chantal Sébir et puis le triste cas de Vincent Lambert. Je ne reviendrai pas sur la bataille judiciaire qu'il y a eu, mais le cas de Vincent Lambert, c'est le cas qui fait que, à nouveau, les parlementaires discutent du droit de mourir dans la dignité et se disent il y a une insuffisance dans notre loi. Et alors, vous avez un candidat à l'élection présidentielle, François Hollande, qui deviendra président, qui prend un engagement, l'engagement 21 de sa campagne présidentielle, qui est de légiférer sur l'assistance médicale à mourir. Alors, on n'a peut-être pas compris, cet engagement 21, parce que cet engagement 21, ça a donné une concertation entre l'ensemble des parlementaires. On a donné une mission à Jean Leonetti, à nouveau, et puis à Alain Claes, un député socialiste, et ça a donné la loi Claes-Leonetti de 2016. Je ferai juste un petit aparté sur cette loi pour celles et ceux qui nous disent il faut encore attendre. Il faut se rappeler que dans cette loi qui a été jugée à l'époque de façon odieuse par des personnes qui aujourd'hui nous expliquent que c'est la loi la plus fantastique du monde, il faut se rappeler quand même le discours de certains médecins très difficile par rapport à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'était pour eux très clairement la légalisation de l'euthanasie. Eh bien, dans cette loi, il y a eu un député socialiste du groupe majoritaire qui s'appelle Jean-Louis Touraine, qui avait déposé un amendement parce qu'il considérait que l'engagement du président de la République qu'il avait soutenu à l'époque n'était plus l'engagement qui était présenté devant les parlementaires. Cet amendement de Jean-Louis Touraine, qui était pour légaliser l'aide active à mourir, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit voté par le groupe majoritaire. Eh bien, au moment du vote, vous avez de nombreux députés qui ont quitté l'Assemblée, dont certains membres de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui sont partis à la buvette, aux toilettes, et donc qui n'ont pas voté cet amendement. Il a manqué 20 voix à l'époque, 20 petites voix, pour que, en 2015-2016 par la loi, il y ait cette légalisation de l'aide active à mourir. Il est toujours bon de le rappeler dans le temps politique pour expliquer qu'on vient quand même d'un certain temps et que les discussions ont eu lieu. Donc la loi Claes-Leonetti reprend les principes de la loi de 2005 dite Leonetti, nous redit qu'il faut un accès universel aux soins palliatifs, on le redit à chaque loi, et puis renforce les directives anticipées. Rendez-vous compte, avant, il fallait les faire tous les 3 ans, ces directives anticipées, ce document qui vous permet de dire ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas, si vous n'êtes plus en état de vous exprimer et que vous vous trouvez en fin de vie. Donc, ces directives anticipées sont renforcées, elles sont valables indéfiniment et elles s'imposent, je dis théoriquement, mais elles s'imposent aux médecins, au corps médical, sauf dans 2 cas, l'urgence vitale, on n'a pas le temps de consulter les éventuelles directives anticipées, et si elles sont rédigées de manière inappropriée ou non conforme à la situation médicale du patient. Alors évidemment, ce n'est pas un médecin seul qui juge que vos directives anticipées sont non conformes à votre situation médicale, c'est une procédure collégiale, mais nous y reviendrons. C'est aujourd'hui un blocage qui peut exister sur ces directives anticipées qui sont rédigées peut-être
On dit peut-être parce que dans la loi de 2016, il devait y avoir un registre national des directives anticipées qui n'existe toujours pas, donc qui aurait été rédigé peut-être par environ 8% de la population. C'est à peu près ce que donnent les chiffres du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Je rappelle, je ne l'ai pas dit dans la présentation de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, mais dans notre rôle d'entraide et de solidarité, ce registre national, il est aujourd'hui géré bien avant la loi de 2016 par l'ADMD, pour les adhérents de l'ADMD, mais les non-adhérents de l'ADMD. Donc, je rappelle à l'État que nous sommes tout à fait disponibles. S'ils avaient quelques difficultés que ce soit à mettre en place un registre national depuis 2016, nous pouvons leur apporter notre expertise totalement gratuite et bénévole sur cela. Et donc, cette loi de 2016, aujourd'hui, elle est rediscutée. Elle est rediscutée dans un temps, une nouvelle fois, long politique. Dans un temps long parce que, dès 2021, vous avez eu un vote à l'Assemblée nationale qui a légalisé l'aide active à mourir. Je vais y revenir, c'était l'enquête d'une niche parlementaire. Mais avant ce vote, je voudrais rappeler que vous avez eu depuis les années 90 plus de 30 avis, commissions, conventions, rapports sur la fin de vie et sur l'aide active à mourir. Entre 2012 et 2021, vous avez eu 17 propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour légiférer sur l'aide active à mourir. Comme quoi, le temps, on sait le prendre et il est déjà fait. En 2021, donc pour tout vous dire, vous avez une niche parlementaire. Vous avez, dans cette mandature de 2017 à 2022, différents textes. Marine Brognier pour les Républicains, Jean-Louis Touraine pour La République En Marche, Olivier Falorni pour le Parti radical de gauche, Caroline Fiat pour La France Insoumise, donc différents textes qui existent pour légiférer sur l'aide active à mourir. Et puis, fait inédit à l'Assemblée nationale, tout le monde décide de se rassembler et de dire on va profiter d'une niche parlementaire en avril 2021 pour défendre un seul et même texte. Pour celles et ceux qui ont suivi cette niche parlementaire, le texte est arrivé très très tard. Avant, il y avait tout un débat sur les langues régionales, un débat qui a duré longtemps, puisque des députés, un carteron de députés qui était totalement défavorable à toute législation sur l'aide active à mourir, prenait tout son temps pour discuter des langues régionales et a pris tout son temps ensuite en déposant près de 3000 amendements. Sur la table, il faut se rappeler cette image d'Olivier Falorni sur une table comme ça à l'Assemblée montrant un tas de feuilles qui arrivent jusqu'ici. 3000 amendements qui n'étaient pas des amendements de fond, mais des amendements de forme déposés par 4 ou 5 députés pour empêcher l'examen du texte et faire une véritable obstruction parlementaire. Et pourtant, la niche parlementaire, il faut qu'à minuit tout soit voté, sinon le texte n'est plus discutable. Et pourtant, juste avant minuit, il y a eu le vote de l'article 1er par plus de 80% des députés qui étaient présents pour légaliser l'aide active à mourir. Et à ce moment-là, vous avez 300 députés, donc plus que ceux qui avaient voté à ce moment-là l'article 1er, qui ont écrit au Premier ministre Jean Castex pour dire on ne peut pas se satisfaire de dire à minuit on arrête le texte. Nous avons fait notre travail de parlementaire. Nous souhaitons que le texte revienne. Ils n'ont absolument jamais obtenu la moindre réponse à ce courrier signé par plus de 300 parlementaires de tous groupes confondus. Et ça nous amène en 2022, où la DMD, avec d'autres, continue à porter ce sujet d'une fin de vie libre et choisie. Et je vais vous expliquer ensuite ce que souhaite évidemment l'ADMD, mais au-delà de l'ADMD, des millions de Françaises et des millions de Français, comme on le voit dans toutes les enquêtes qui peuvent être faites d'opinion par l'ADMD ou par d'autres. On est toujours autour de 80%, si ce n'est plus, de Français qui ne vous disent pas demain je veux une euthanasie ou un suicide assisté, mais qui vous disent on veut le choix. On veut une loi qui respecte absolument toutes les consciences. Mais donc, en 2022, Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, prend un engagement, celui de réunir une convention citoyenne et, à partir des conclusions de celle-ci, soumettre aux parlementaires ou au peuple, la voie référendaire a été mise de côté, et je vous le dirai fort heureusement sur ce sujet, parce qu'on aurait pu encore perdre beaucoup de temps, mais donc soumise par voie parlementaire pour un vote sous ce quinquennat, c'est du moins ce qu'on comprend. Et donc, ça donne lieu à un premier avis, l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique, qui, pour la première fois de son histoire, reconnaît qu'il y a une voie éthique à la légalisation de l'aide active à mourir. Et pour être très clair, on parle de quoi dans ce débat? La loi de 2016, j'ai volontairement ignoré quelque chose, j'en ai parlé très rapidement, a instauré ce qu'on appelle la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Mais en réalité, elle ne l'a pas instaurée parce qu'elle existait déjà avant, cette sédation. Nous sommes le seul pays au monde
à avoir défini un terme dans ce qu'est la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui peut donc être proposée ou demandée par des personnes majeures ou mineures, il faut le rappeler, atteintes d'une affection pathologique grave, avérée, incurable, avec des souffrances réfractaires et dont le pronostic vital est engagé à court terme. Et c'est ce qu'a fait cette loi de 2016. Elle a écrit pronostic vital engagé à court terme. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas grand-chose dans la loi, parce qu'il a fallu attendre 2018 que les médecins se disent il va falloir quand même qu'on réfléchisse, c'est ce qu'est le court terme avec la haute autorité de santé, donc ça a été défini à quelques heures, voire quelques jours. C'est-à-dire que dans le cadre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, on va altérer votre conscience et on va arrêter tous les traitements. C'est ce que Jean Lenetti appelle le laisser-mourir. Arrêter tous les traitements, y compris, si cela doit avoir lieu, l'hydratation artificielle et l'alimentation artificielle, s'il y a besoin. Alors moi, je veux bien aujourd'hui qu'on me dise que la sédation, on meurt de sa maladie. Il y a des sédations, dans la majorité des cas, qui se passent extrêmement bien, qui sont faites par des soignants totalement engagés et qui respectent la lettre, ce qu'est la loi. Mais vous avez aussi des sédations qui durent longtemps. J'ai parlé de Vincent Lambert tout à l'heure. La première sédation de Vincent Lambert, avant que la justice ordonne la reprise des traitements, 31 jours. La sédation de Vincent Lambert, lors de son décès, 9 jours. Dans ce pays, je suis désolé, on ne peut pas se satisfaire que par le laisser mourir, on laisse des mourants, ce sont des mourants, ne plus en finir finalement de mourir parce que pendant des jours et des jours, on va leur créer une maladie. Il faut être très honnête là-dessus. De nombreux soignants vous le disent, quand une sédation dure plusieurs jours et qu'on a arrêté l'alimentation artificielle, l'hydratation artificielle, on crée une autre maladie. On va créer une insuffisance rénale sévère aiguë et la personne ne va pas partir de sa maladie. Évidemment, ce n'est pas une nouvelle fois la majorité des cas, mais il y a de nombreux témoignages, comme l'a montré d'ailleurs la mission d'évaluation de la loi qui a eu lieu cette année, présidée par Olivier Falorni, Caroline Fiat et Didier Martin. Et donc cet avis du Comité consultatif national d'éthique qui reconnaît une voie éthique parce que la loi ne concerne aujourd'hui que les patients dont le pronostic est engagé à court terme, mais pas les patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. J'y reviendrai. Pourquoi je ne souhaite pas non plus, après l'exemple de 2016, qu'on mette le moyen terme dans une loi qui réduira encore, évidemment, le champ des possibles. Mais cet avis du Comité consultatif national d'éthique, il est très important et il y a une très belle phrase qui explique, dans cette voie éthique de l'aide active à mourir, l'alliance entre l'autonomie et la solidarité. Et c'est exactement ça, une loi permettant le droit de mourir dans la dignité, c'est reconnaître l'autonomie du patient, mais reconnaître cet esprit de solidarité que nous lui devons dans une promesse de non-abandon et de lui tenir la main jusqu'au bout. Et puis vous avez eu cette convention citoyenne sur la faim, organisée par le Conseil économique, social et environnemental, qui a auditionné la DND, mais qui a auditionné de multiples structures, personnes, associations, qui a duré 27 jours. Rendez-vous compte, pendant 9 semaines, vous avez 184 Françaises et Français, comme vous et moi, qui se sont réunis, pour certains qui n'y connaissaient absolument rien sur le sujet, et qui ont auditionné, qui sont allés rencontrer des soignants dans des unités de soins palliatifs, qui ont fait venir à eux des spécialistes de l'étranger, puisqu'on va également en parler, et qui devaient répondre à une question simple posée par la Première ministre: est-ce que la loi est suffisante? Ils ont massivement répondu non. Et à plus de 75%, ils se sont prononcés favorablement pour l'ouverture à une aide active à mourir. Et quand on regarde parmi ces 76%, on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient dans le cadre d'une loi. À plus de 40%, ils se sont prononcés pour la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie au choix du patient. C'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, le projet de loi qui pourrait être proposé ne va pas du tout dans le sens de ces conclusions de la Convention citoyenne, même si ce n'est pas une convention qui fait une loi, ce sont bien des parlementaires. Il faudra aussi le rappeler au président de la République parce que ces parlementaires ont envie de voter. Mais cette convention citoyenne, elle a reconnu une autre chose, c'est évidemment de mettre des moyens sur les soins palliatifs. Et puis ensuite, vous avez l'avis de l'Académie de médecine qui, pour la première fois, reconnaît aussi que s'il doit y avoir évolution de la loi, eh bien, il peut y avoir une voie éthique à l'aide active à mourir, et plus particulièrement pour l'Académie de médecine, au suicide assisté. Et donc, nous voilà dans tout ce temps politique, depuis plus de 40 ans, qu'on nous trimballe en nous disant il faut encore peut-être réfléchir, encore des conventions, et
des opposants qui nous disent « Oh là là, mais on n'a pas eu le temps d'écouter ceux qui étaient contre, on n'a pas eu le temps d'écouter tout le monde ». Il est vrai, il y a une personne qu'on n'a jamais écoutée, c'est le patient. C'est celui qui est dans le lit, c'est celui qui doit être au centre de sa décision et qui a toujours été oublié par toutes les lois qui ont pu être faites et par toutes les conventions qui ont pu avoir lieu. Et donc on en arrive à un éventuel projet de loi qui devait être présenté d'ici la fin de l'été, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu la Convention citoyenne le 3 avril 2023 pour recevoir le rapport, les conclusions de cette convention et leur a expliqué, et l'a expliqué publiquement, qu'il souhaitait qu'il y ait une co-construction d'un projet de loi gouvernemental, une co-construction d'un projet de loi qui légalise l'aide active à mourir pour des personnes majeures, des personnes atteintes d'une maladie grave et incurable, dont les souffrances sont réfractaires, qu'elles jugent insupportables, voire même l'engagement du pronostic vital. Et c'est important de rappeler au président de la République cette phrase, voire même l'engagement du pronostic vital. Parce que ce n'est pas le projet de loi que nous attendons, je dirais incessamment sous peu. Maintenant, on se fait un peu avoir chaque semaine quand on nous dit que c'est à la fin d'une saison. Peut-être que ce gouvernement n'a pas les mêmes saisons que tout le monde, mais la fin de l'été est bien passée. Nous sommes maintenant au mois de novembre. Nous arrivons vers la fin novembre. Alors, on nous a dit, promis, ce sera pour décembre. C'est ce que m'avait dit la ministre en charge de ce dossier, Agnès Firmin-Lebaudot. Parce que la DMD a fait le choix aussi d'être partenaire et pas d'être opposant à ce gouvernement, dire bah, très bien, on se met autour de la table et travaillons à cette co-construction. Elle m'avait dit promis, c'est en décembre. Et puis dernièrement, elle était invitée sur Public Sénat et quand on lui parle de décembre, on sent qu'il y a une moue qui nous fait comprendre que parce qu'il y a effectivement un conflit international, parce qu'il y a eu des inondations dans le Nord et que le président n'a pas pu réunir les ministres qu'il souhaitait autour de ce texte, qu'il pourrait y avoir un éventuel report. Et quand on pose la question au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, alors qu'on nous disait au début ce serait janvier, février, discuté au Parlement, on nous a dit premier trimestre, comprendre déjà la fin du mois de mars. On a bien compris qu'il y avait toujours un décalage sur les saisons. Puis maintenant, on nous dit premier semestre. Et puis on nous dit courant 2024. Courant 2024, on va se retrouver avant la fin d'été. Je vous rappelle qu'avant la fin d'été, c'est donc en fin d'année. Et donc, on peut s'attendre à absolument tout. Aujourd'hui, ni vous, ni moi, ni personne, hormis quelques ministres et le président de la République, ne connaît la teneur du projet de loi. Mais on nous en parle depuis plusieurs mois. La ministre en charge de ce dossier, Agnès Firmin-Lebaudot, à qui je reconnais la conviction de vouloir avancer et de vouloir légiférer sur l'aide active à mourir, la ministre qui d'ailleurs avait voté la proposition de loi d'Olivier Fahloni en 2021 lorsqu'elle était députée, explique aujourd'hui que ce projet de loi concernerait les personnes majeures atteintes d'une affection grave et incurable, avec des souffrances qu'elles jugent insupportables, physiques ou psychiques, et dont le pronostic vital serait engagé à moyen terme, ce qui n'est plus du tout l'engagement que prend le président de la République face à la Convention citoyenne, et ce qui n'est pas du tout ce que dit la Convention citoyenne et ce que disent des millions de militantes et militants pour la liberté. Parce qu'il faut bien comprendre, la loi que nous demandons, c'est une loi de liberté. On aurait pu s'appeler l'Association pour le droit de mourir dans la liberté. C'est une loi qui reconnaisse ce libre choix sans l'imposer aux autres. Et ma vérité n'est pas celle de vous, madame, de vous, monsieur. Chacun aura sa vérité, mais très certainement ses incertitudes. Je reviens là-dessus. Dans le cadre de la fin de vie, on ne sait pas ce qu'on souhaiterait. Alors, on ne souhaiterait pas être atteint d'une affection pathologique ou accidentelle, grave et incurable, ou à tendance invalidante, grave et incurable, mais face à ça, peut-être que nous souhaiterions avoir accès à des soins palliatifs de qualité et en quantité, mais peut-être que face à ces souffrances, quand la vie ne serait devenue que de la survie, on souhaiterait avoir accès à une aide active à mourir. Et peut-être même que si on nous dit in fine, tu seras respecté dans ton choix, on sera peut-être même prêt à endurer d'autres souffrances qu'on jugerait insupportables aujourd'hui parce qu'on sait que vraiment, tout à la fin, on serait respecté. Donc c'est une vraie loi de liberté, une loi de liberté qui n'imposerait pas les médecins à pratiquer une aide active à mourir. Je ne peux pas me présenter devant vous aujourd'hui, parler de liberté, et ne pas reconnaître que les médecins doivent avoir une clause de conscience spécifique sur l'aide active à mourir. Une clause de conscience spécifique, mais personnelle. Les murs n'ont pas de conscience. On ne peut pas demander demain à un hôpital de dire « chez moi, on ne pratique pas d'aide active à mourir », parce qu'on sait bien que certains pourraient en profiter là-dessus.
Mais par contre, ils auraient le droit de dire on ne participe pas à une aide active à mourir parce que ce ne sont pas mes convictions éthiques, mes convictions médicales, mes convictions personnelles, religieuses, philosophiques, peu importe. Il faut respecter toutes ces consciences. Mais il y aurait l'obligation, comme dans tous les pays qui ont légiféré sur cette question, de transmettre le dossier à un médecin, à un soignant qui serait prêt à accompagner dans le cadre du respect de la libre parole du patient. Mais au-delà d'une loi de liberté, parce que c'est une loi qui s'inscrit profondément, je le pense, dans notre devise républicaine, c'est une loi d'égalité. Alors aujourd'hui, on a plutôt des lois d'inégalité sur la famille. C'est une loi d'égalité parce qu'elle reconnaîtrait cette possibilité au libre choix du patient de l'euthanasie ou du suicide assisté. Rendez-vous compte si demain, nos parlementaires votaient une loi légiférant seulement le suicide assisté. Alors, je n'ai pas fait la différence entre suicide assisté ou euthanasie, je ne sais pas d'ailleurs si c'est clair pour tout le monde, mais le suicide assisté, c'est la personne qui, dans le cadre de la loi évidemment, va tourner une perfusion ou prendre une solution buvable lui-même. L'euthanasie, c'est un soignant, dans tous les pays qui ont légiféré, c'est un médecin qui va pratiquer un geste létal à la demande du patient. Et dans le suicide assisté, je reviendrai sur l'exemple, par exemple, suisse, ce sont des associations, des bénévoles qui assistent le patient lorsqu'il souhaite mettre fin à ses jours parce que ses souffrances sont absolument insupportables. Et donc, une loi qui ferait au libre choix euthanasie et suicide assisté, ce serait une loi d'égalité. Parce que si demain, ce gouvernement et nos parlementaires ne votent que le suicide assisté, que répondra-t-on aux personnes qui ne peuvent pas faire le geste? Tout le débat de cette loi, tous les oubliés des différentes lois, ce sont les personnes qui sont atteintes principalement de maladies neurodégénératives. Je pense à la SLA, ce qu'on appelle la maladie de Charcot, à Parkinson, à la sclérose en plaques. Ce sont des personnes qui ne peuvent plus faire le geste, qui se retrouvent très souvent enfermées dans leur corps et donc dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme et donc à qui on ne peut pas proposer de sédation, à moins qu'ils arrêtent tous les traitements. Alors on propose d'arrêter la sédation à des personnes qui sont atteintes de la maladie de Charcot. Certains le souhaitent. Pour d'autres, c'est hors de question de subir cette phase agonique en enlevant cette ventilation. Mais si demain, on crée une loi avec seulement le suicide assisté, vous créerez sur le territoire une inégalité d'accès aux soins, puisque demain, dans le cadre de cette loi, et la ministre vient dit, l'aide active à mourir serait considérée comme un ultime soin. Donc, vous auriez des Françaises et des Français à qui on dirait toujours partez en Suisse, partez en Belgique, je vais revenir sur les inégalités, parce qu'on ne peut pas vous accompagner en France. Alors, on nous parle d'une éventuelle exception d'euthanasie pour les personnes qui ne pourraient pas faire ce geste, mais une nouvelle fois, moi, je revendique le libre choix du patient et donc qu'il y ait bien ce choix entre les deux. D'ailleurs, dans tous les pays qui ont légiféré euthanasie et suicide assisté, on le voit bien, dans l'immense majorité, les patients demandent que ce soit les médecins qui les accompagnent jusqu'au bout et qui ne les abandonnent pas. Une loi d'égalité, c'est une loi qui arrêtera de fermer les yeux sur ce qui se passe depuis des dizaines et des dizaines d'années. On veut faire un modèle français sur la famille. Soit, pourquoi pas. Mais on pourrait s'inspirer des modèles qui existent déjà. Il y a plus de 20 ans, vous avez les Pays-Bas qui ont légiféré sur l'aide active à mourir et un accès universel aux soins palliatifs. Vous avez plus de 20 ans, la Belgique, l'horrible Belgique, nous allons en parler ensemble, a fait 3 lois. Dépénalisation d'euthanasie, renforcement des droits des patients, accès universel aux soins palliatifs. La Suisse n'a pas de loi, on va les laisser de côté, mais vous avez même depuis 1997 un État des États-Unis, l'Oregon, qui autorise le suicide assisté, et je vais y revenir par la suite. Et puis vous avez le Luxembourg, vous avez l'Espagne, vous avez dernièrement le Portugal qui a légiféré, vous avez l'Autriche, vous avez l'Italie, vous avez l'Allemagne qui attend une décision, mais qui a déjà légiféré d'une certaine manière, et puis il y a nous au milieu qui pensons que notre loi unique au monde est merveilleuse. C'est d'ailleurs pour ça que personne n'a pensé à reproduire cette loi ailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais vu des Belges venir toquer à notre porte pour nous dire « Pardon, je voudrais avoir le droit à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès », mais qu'on voit bien des Français partir vers la Belgique
La Belgique, qui, je le rappelle, a une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, peut-être moins hypocrite que la nôtre, mais elle existe également dans le cadre d'accompagnement sur la famille. Donc on arrêtera de fermer les yeux sur ces Français qui, tels des parias, vraiment tels des parias, fuient notre pays pour être accompagnés dans le respect de leur dernière volonté. Et donc ils partent en Belgique parce qu'ils ont les connaissances, le réseau, parce qu'ils peuvent encore physiquement partir en Belgique. Parce qu'on n'arrive pas à Bruxelles et on dit « Excusez-moi, je souhaiterais avoir une aide active à mourir. » Oui, bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. Prenons rendez-vous dans l'agenda. Demain, est-ce que ça vous convient? Ça ne se passe pas du tout comme ça en Belgique. Vous avez une première rencontre avec un médecin qui doit s'assurer que votre situation médicale est sans issue, que c'est un choix réitéré, réfléchi, libre, éclairé, sans pression extérieure, que vous avez des souffrances que rien ne peut soulager, souffrances physiques et psychiques, qu'on vous avait bien parlé de soins palliatifs. Et donc vous repartez, vous revenez parce qu'il faut l'avis d'un autre médecin. Et puis, vous avez des personnes, j'y reviens, qui sont simplement rassurées quand en Belgique on leur dit « vous pouvez entrer dans le cadre d'une aide active à mourir », mais qui ne reviennent pas. Qui ne reviennent pas en Belgique, pas parce qu'elles ont changé d'avis, mais parce qu'elles sont prêtes à aller un petit peu plus loin et elles iront en Belgique ou elles n'iront pas si elles le souhaitent à la fin des fins. Mais on l'autorise. Mais il y a une autre chose magnifique en Belgique, ou plutôt que la France autorise. Vous avez des zones qu'on appelle des OAST, nom un peu barbare, zones d'organisation d'accès aux soins transfrontaliers qui concernent des zones, des départements qui sont limitrophes de la frontière belge. Ce qu'on appelait des zones de déserts médicaux. Maintenant, vous en avez un peu partout en France, mais donc vous avez des milliers de Français qui légalement peuvent se faire suivre en Belgique par un médecin traitant belge et donc se faire rembourser leurs soins par la sécurité sociale française. Eh bien, imaginez bien que ces milliers de Français ont légalement accès à l'aide active à mourir puisqu'ils sont suivis en Belgique et que la sécurité sociale française va même jusqu'à rembourser des soins préparatoires à une aide active à mourir alors que notre pays l'interdit sur son propre territoire. Et vous avez une autre inégalité qui est les financiers. Parce que oui, il y a quand même un peu une question de puissant ou misérable sur ce sujet. Vous pouvez aller en Suisse, et il faut avoir les moyens d'aller en Suisse. 10 000 euros, 12 000 euros, si les médecins reconnaissent que vous entrez dans le cadre, non pas de la loi, puisqu'il n'y a pas de loi en Belgique, mais dans le cadre de ce qui a été défini par un protocole de médecine, un collège de médecins. Je rappelle que les Suisses profitent d'une interprétation de leur loi dans le suicide assisté, puisque ce suicide assisté est permis en l'absence de mobile égoïste. 10 000, 12 000 euros, ce n'est pas pour rémunérer une association qui va vous accompagner. 10 000 à 12 000 euros, c'est le prix du voyage vers la Suisse, avec des témoins, puisqu'il faut avoir des témoins. C'est le prix de l'accès aux médicaments en Suisse. C'est le prix du logement en Suisse. C'est le prix de l'accompagnement donc en Suisse. C'est le prix du rapatriement du corps. Et puis, tout suicide assisté en Suisse est filmé, puisqu'il faut faire intervenir derrière la police, qui doit s'assurer justement qu'il n'y a pas eu de pression extérieure et que nous ne sommes pas avec un mobile égoïste. Donc, arrêtons aussi de penser qu'il y a des dérives un peu partout. Tout est absolument cadré et nos opposants se régalent de vouloir dire qu'il y a des dérives en Belgique. Mais pour eux, la première dérive, et la seule dérive finalement, c'est qu'il y a plus de 20 ans, les Belges aient dépénalisé l'euthanasie, ce qu'ils ne peuvent absolument pas accepter. Aujourd'hui, quand vous interrogez les Belges, à plus de 80%, ils vous disent « mais nous, on est fiers de notre loi ». Et pourtant, ils ne sont pas 80%, évidemment, à demander l'aide active à mourir. Je le rappelle, en Belgique, vous avez de nombreux dossiers qui ne vont pas au bout. C'est pareil en Suisse, évidemment. Et puis, dans l'égalité, je le mettrai plutôt dans la fraternité. Je vais vous dire une autre chose sur l'égalité. J'aurais peut-être dû commencer par là. Une loi d'égalité, c'est une loi qui permette enfin, vraiment, l'accès universel aux soins palliatifs. Je n'oppose pas les soins palliatifs à l'aide active à mourir. Je les pense parfaitement complémentaires. Je n'invente rien. Je prends encore l'exemple de nos voisins belges. Et je pourrais prendre l'exemple de tous les autres pays. Nos voisins belges, qui il y a 20 ans, ont également légiféré sur l'accès universel aux soins palliatifs. Si vous allez en Belgique, du médecin généraliste jusqu'au spécialiste de soins palliatifs, tout le monde parle de culture palliative. C'est bien pour ça d'ailleurs que vous avez pratiquement 8% des aides actives à mourir qui sont pratiquées dans le cadre d'unités de soins palliatifs en Belgique. Mais ces soins palliatifs,
À un moment donné, en France, on en a fait 5 plans. 5 plans, et on en est toujours au même. Vous avez 21 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Attention, vous avez aujourd'hui de nombreuses personnes qui veulent faire croire dans les médias que 21 départements sont sans soins palliatifs. Ce n'est pas vrai. C'est faire offense en plus aux soignants qui sont sur le terrain. Des unités de soins palliatifs, ce ne sont pas que les soins palliatifs. Tous les départements français, tous, ont des soins palliatifs, ont des équipes mobiles, ont des lits identifiés de soins palliatifs, qui ne sont pas des lits spécifiquement dédiés, mais qui peuvent l'être. Par contre, il est vrai que vous avez 21 départements qui n'ont pas d'unité pour accompagner les cas les plus complexes. Donc, évidemment, il faut doter ces 21 départements orphelins d'une véritable unité de soins palliatifs. Mais au-delà de faire cela, ce qu'il manque aujourd'hui en France, c'est justement cette infusion de la culture palliative, c'est cette formation sur la culture palliative, et c'est que tout le monde puisse parler légitimement du palliatif, et notamment de la prise en charge précoce, et je pense même au palliatif pédiatrique, sur lequel nous avons un énorme retard dans d'autres pays, mais là aussi, prenons exemple sur ce qui se fait à l'étranger, prenons exemple sur l'Autriche, par exemple. L'Autriche, en 2021, légifère sur le suicide assisté et fait voter un plan sur les soins palliatifs, en même temps que nous. Notre 5e plan de soins palliatifs, c'est 170 millions d'euros. On est 68 millions d'habitants, ça fait 2,50 €, bon an, mal an, par habitant. L'Autriche, 109 millions d'euros. Ils sont 9 millions. 12 € par habitant. 6 fois plus que nous. Comment vous voulez qu'on y arrive si effectivement budgétairement on est incapable de mettre les moyens? Et effectivement aujourd'hui la moitié des Français qui pourraient y avoir accès, ça ne veut pas dire qu'ils souhaiteraient y avoir accès, ça s'appelle la démocratie sanitaire, mais qui pourraient y avoir accès, n'y ont pas accès faute de moyens. Et donc il faut former, parce que c'est pareil, vous avez 10 heures de formation sur le palliatif dans tout un parcours médical, il faut évidemment en parler, mais ça c'est la médecine française, on guérit avant de soigner, alors qu'il faudrait penser aux soins, peut-être quand on ne peut plus guérir, ce soin d'accompagnement. Et oui, je suis de ceux qui pensent, on ne peut pas le nier, que dans les prises en charge palliatives, quand il y a des demandes d'aide active à mourir, encore faut-il les entendre, les écouter et pas vouloir les remettre en cause en disant oui, mais c'est autre chose qui est derrière. Non, il y a des vraies demandes. Il y a un soulagement de la souffrance qui peut avoir lieu. Mais les soins palliatifs ne peuvent pas soulager toutes les souffrances. Personne d'ailleurs n'ose le dire dans les soins palliatifs, fort heureusement, mais les souffrances physiques ou psychiques, il y en a des réfractaires. Et donc il y a des demandes persistantes qui existent, y compris dans les unités de soins palliatifs. Alors certains nous disent, on va faire une loi pour 1%. Drôle de conception de l'accompagnement, mais si, bien sûr, on peut faire une loi pour 1%. Quand vous prenez d'ailleurs dans les pays qui ont légiféré, c'est 2,5% environ des décès qui sont accompagnés dans le cadre d'une aide active à mourir. Alors on nous dit, attendez, vous avez 50 Français qui vont en Belgique, c'est faux, 100 Français qui vont en Suisse, on va quand même pas faire une loi pour 150. Quelle drôle de conception également de l'accompagnement. Il y a beaucoup plus de Français, évidemment, qui vont à l'étranger. Et puis ce serait une loi de fraternité. Une loi de fraternité, et là-dessus, j'insiste bien, je vous ai parlé de l'Oregon tout à l'heure, je ne souhaite pas que notre pays s'engage dans ce modèle de l'Oregon, qui n'est pour moi pas un modèle fraternel. Le modèle de l'Oregon, pour faire très simple, maladie incurable, souffrance réfractaire, pronostic vital engagé à 6 mois. Trouver un médecin en France, je dis, heureusement, capable de donner un pronostic vital, notamment sur des maladies neurodégénératives, à 6 mois, voire même 12 mois. Tous les médecins sont unanimes, ils en sont incapables. C'est pourtant ce qu'on entendrait par le moyen terme. Eh bien, dans l'Oregon, vous allez en pharmacie, alors aux États-Unis, ce ne sont pas des pharmacies, mais vous allez en pharmacie récupérer ce qu'ils appellent une kill-pill, et puis vous la prenez, ou vous ne la prenez pas. Dans 2 tiers des cas, les personnes la prennent. Ce qui pose une question sur le tiers qui ne prend pas cette kill-pill. Que devient cette kill-pill? Finalement, elle est à la portée de n'importe qui à la maison. Drôle de façon d'être en sécurité. Elle peut entraîner dans différents réseaux. Hein. C'est ce qui se passe, et je vais y venir derrière. On les retrouve parfois dans des réseaux en France. Et donc, vous la prenez dans 50% des cas, seul chez vous, absolument seul chez vous, sans proches, sans famille, sans soignants. Ce n'est pas l'esprit de fraternité que j'espère dans un projet de loi. Et cet exemple de l'Oregon, moi je le connais très bien parce que j'aurais pu le mettre dans l'égalité. J'ai accompagné mon père en 2008 dans le cadre d'une aide active à mourir en France. Je ne suis pas le seul. Mais je me bats depuis pour que d'autres enfants n'aient pas à le faire hors la loi comme nous avons dû le faire. Il avait un cancer généralisé. Alors, il connaissait les soins palliatifs. Hein. Je viens de l'Est de la France, là où
On a un excellent professeur qui s'appelait Régis Aubry, à la pointe sur les soins palliatifs, mais il y avait ces souffrances réfractaires, physiques, psychiques. Il avait décidé le moment d'éteindre la lumière. Il avait décidé quand il devait dire stop. Il m'avait fait jurer une chose, c'était de l'accompagner jusqu'au bout. Mais sans que je risque avec mon frère moi-même quelque chose juridique. Il s'est procuré cette clé. Il l'a pris, seul chez lui, sans nous prévenir, parce qu'il ne souhaitait pas que nous soyons inquiétés par la justice. Et puis, il se faisait livrer des repas par le CCAS, donc au bout de 2 repas laissés devant la porte, l'inquiétude a commencé à naître, les pompiers sont arrivés, mon père n'était pas testé. Parce que on ne sait pas non plus ce qu'on trouve dans ces kills qu'on peut acheter sur Internet, hein, où la mort au bras parfois. Il était dans un coma totalement irréversible. Il a été transporté à l'hôpital. On connaissait le chef de service, là aussi les connaissances. On connaissait le chef de service qui connaissait mon père, qui savait le projet qu'avait mon père et qui m'a dit on va l'aider. Je lui ai dit mais ça veut dire quoi on va l'aider? On va accélérer les choses. Et donc, il y a eu une euthanasie clandestine. Mais des euthanasies clandestines, vous en avez très souvent dans notre pays. Mais combien risquent ces médecins? J'ai attendu que le médecin décède pour en parler publiquement. Mais combien risquent ces médecins qui sont traînés devant les tribunaux? Vous allez encore en avoir un fin novembre qui attend que la justice se prononce. Eh bien, une loi de fraternité. Ce n'est pas une loi qui dise tu prends seul ce médicament chez toi, mais c'est une loi qui t'accompagne jusqu'au bout. Mais c'est une loi de fraternité qui protège les soignés et les soignants dans le cadre de l'aide active à mourir, évidemment. Et puis, c'est une loi de laïcité, je finirai là-dessus, une loi de laïcité, parce que je pense que dans le débat public, chacun peut exprimer sa conscience, chacun peut exprimer ce en quoi il croit ou ce en quoi il ne croit pas. Mais nous sommes dans une république laïque et cette conviction spirituelle n'a rien à faire dans la décision publique, même si elle peut être présente dans le débat public. Et une nouvelle fois, par la laïcité, nous souhaitons une loi qui respecte absolument toutes les consciences. Et je finirai véritablement là-dessus. La crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que nous nous retrouvions avec une loi à minima, avec une loi rendue inapplicable par ceux qui ne souhaitent pas l'appliquer, et que nous en soyons encore, et ce sera un terrible échec, à devoir regarder de nos amis, de nos amours partir à l'étranger, devoir payer ou avoir les connaissances à l'étranger pour être accompagnés simplement comme ils l'avaient décidé et simplement dans leur choix sans qu'ils l'imposent à qui que ce soit. Et ce sera pour moi une véritable loi qui respecte tout le monde et qui s'inscrit dans cette devise républicaine que personnellement je chéris tant, y compris quand elle n'encadre pas correctement ce que devrait être la fin de vie en France. Merci beaucoup. Merci. À vous les questions. Des bâtons, si vous voulez bien. C'est la première question la plus difficile, toujours. Alors, il va y avoir une question. C'est ça. Je vais chercher un micro, peut-être, si je le trouve. Oui, allez-y. Et la question que je pose, c'est est-ce que vous ne pensez pas que pour les religions, tout problème, et j'en parle, les religions, et encore Alors, je répondais, il n'y a pas que la religion, hein, il y a, je pense, 3 choses qui font qu'on n'a jamais su avancer sur le sujet. Un manque de courage politique, pas de parlementaires, mais d'élus, de présidents qui
aurait pu faire avancer le sujet. Je vous ai parlé de François Hollande tout à l'heure, mais il y aurait pu en avoir d'autres. Je ne blâme aucun président. Ils ont voulu le faire ainsi. Je n'en félicite aucun parce que personne n'a su avancer sur ce sujet. Mais il y a voilà, un vrai manque de courage politique, alors que l'opinion est majoritairement favorable, les parlementaires sont majoritairement favorables, le corps médical même montre, après ça dépend si on prend les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, mais montre dans sa majorité finalement une voie qui dit on peut faire évoluer cette loi. Après, il y a, je pense, la deuxième raison qui est d'avoir toujours pensé que c'est une question médicale et donc d'avoir confié à de grands pontes, toute légitimité, mais la question de la fin de vie, en oubliant une nouvelle fois que c'est une question citoyenne et principalement citoyenne et qu'on a oublié de donner cette parole aux citoyens. Et ensuite, oui, il y a la religion. On est là, il est l'Église. Oui. Faut pas l'oublier. Moi, j'entends Emmanuel Macron. Alors, j'écoute sur ce sujet. Je le vois illisible sur ce sujet. Je préfère Emmanuel Macron qui déclare lors de la campagne qu'il souhaite aller vers le modèle belge, qu'Emmanuel Macron rentrant d'une visite au pape pour expliquer qu'il n'aime pas le mot elle qui va mourir, enfin qu'il n'aime pas le mot euthanasie. Et puis je le préfère aussi à Emmanuel Macron qui reçoit le pape à Marseille alors qu'on devait présenter le projet de loi et qu'on nous explique que mais non, au grand Dieu, c'est pas parce que le pape est là qu'on ne présente pas ce projet de loi. Effectivement, on peut trouver de multiples excuses sur ce projet de loi. Mais une nouvelle fois, j'attends pas des représentants religieux qui nous disent je suis favorable à l'aide qui va mourir. J'attends pas du pape François qui me dise cela. On a ou pas la religion. Moi, je questionne beaucoup ma foi. J'ai été élevé dans la foi catholique. Et puis derrière, voilà, j'ai une relation très spéciale à la spiritualité, mais je respecte d'avoir des incertitudes sur ma foi, des inconnus sur ma foi, mais je respecte aussi ceux qui ont des certitudes sur la foi. Et donc, ces représentants religieux ont le droit de s'exprimer. Mais ils n'ont pas le droit de tracer des lignes rouges dans ce que doit être un texte de loi. Et ce ne sont pas que les représentants religieux, mais d'autres représentants qui devraient écouter ce que disent les fidèles. Dans toutes les enquêtes, vous avez majoritairement les fidèles qui vous disent « Nous sommes favorables à une évolution de la loi ». 3/4 des catholiques pratiquants disent « Nous sommes pour qu'il y ait une légalisation de l'aide active à mourir ». Le journal La Croix, que j'aime beaucoup, hein, qui a fait un super travail d'ailleurs sur la Convention citoyenne sur la fin de vie. Mais le journal La Croix qu'on ne peut pas dépeindre comme étant des militants acharnés pour l'aide active à mourir. On fait un sondage, 89% des lecteurs de La Croix se déclarent favorables à une évolution de la loi. Et ça touche nos représentants politiques aussi. Vous avez des représentants politiques qui, lors de l'élection présidentielle de 2022, ont dit qu'ils étaient opposés, le disent encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand vous interrogez tous les sympathisants, peu importe le parti politique, ils vous disent nous sommes favorables à une évolution de la loi. Et ce n'est pas la droite, la gauche, le centre, l'extrême droite, l'extrême gauche. Peu importe, ce n'est pas une question politique et ce n'est pas une question religieuse, même si ça questionne la foi de chacun, mais respecter toutes les consciences. Une nouvelle fois, ce n'est pas vouloir imposer sa certitude que nous sommes prêts à endurer des souffrances parce que c'est notre Dieu qui nous obligerait à cela, parce qu'il y a une vraie question de souffrance dans la religion, c'est de reconnaître ce libre choix et ce respect de la parole donnée par chacun. Mais la religion est une raison pour laquelle on n'a jamais évolué sur ce sujet, mais comme sur bien d'autres. Donc, c'est une question franco-française, que d'autres pays sont religieux. Oui, la Belgique, il faut le rappeler, ils ont profité justement qu'il n'y ait plus au gouvernement ce qu'on appelait les démocrates chrétiens, que ce soit totalement laïque dans leur gouvernance pour pouvoir avancer sur ce sujet. Mais je vous parlais de l'Espagne tout à l'heure. Excusez-moi, mais l'Espagne, sur énormément de questions de société, a avancé bien plus vite que la France. On peut ne pas être d'accord sur tous les sujets, mais sur ce qu'on appelle le mariage pour tous, mais sur oui, le mariage pour tous, on va simplifier, a été en avance. La Belgique, pareil. Sur la question de la fin de vie, c'est pareil. Voilà, l'Espagne, c'est avant nous. Le Portugal, c'est là. Alors, les Portugais, ils ont dû, les parlementaires, voter 5 fois avant que leur président n'ait plus le choix pour dire on met les choses en place. Mais regardez en Italie, quand même,
l'Italie, où vous avez des personnes qui sont accompagnées dans le cadre du suicide assisté. C'est une décision juridique qui doit obliger le législateur à se prononcer, mais vous comprendrez bien qu'en ce moment en Italie, le législateur n'est pas spécifiquement envie de se prononcer sur la question de l'aide active à mourir. Mais voilà, nous sommes un État laïque, profondément laïque, donc nous devons faire une loi laïque. Quand vous disiez le projet de loi susceptible de commission, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est... Alors, aujourd'hui, nous promettons, il est sur le bureau d'Emmanuel Macron, qu'il l'aurait transmis au Conseil d'État et qui donc doit le présenter au Conseil des ministres. Quand, on verra si c'est décembre ou si c'est une nouvelle promesse qui n'est pas tenue. Mais en l'état des choses, dans ce que nous comprenons des interventions de la ministre, principalement en charge de ce dossier, donc, qui est la ministre chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin-Le Bodo, c'est une préférence pour le modèle de l'Oregon. Le modèle de l'Oregon, je vous en ai parlé tout à l'heure, modèle qui serait choisi pourquoi? Mais parce qu'on ne va pas froisser des soignants qui, aujourd'hui, par des organisations, nous font croire qu'ils seraient majoritairement opposés à l'aide active à mourir. Et donc, le soignant n'intervient pas du tout dans le cadre du suicide assisté modèle Oregon. Absolument pas. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils s'en lavent les mains, ce n'est pas vrai. Mais vous avez des soignants qui ne participent absolument pas. Et je vais vous faire une confidence. Quand je suis devenu président de la DMD, la première rencontre que j'ai voulu faire, c'est avec la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, qui s'est étonnée de mon courrier en disant oh là, pourquoi ce jeune président souhaiterait nous rencontrer? Je dis attendez, je suis pour l'accès universel aux soins palliatifs, la DMD le défend depuis des dizaines et des dizaines d'années, discutons, connaissons-nous. Donc je me suis retrouvé avec Claire Fourcade, pour qui j'ai une profonde amitié en plus, qui est la présidente de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, et j'ai bien compris tout de suite que ce n'était pas une opposition à l'aide active à mourir. Et que finalement, le moindre mal, parce que c'est le mot qu'ils emploient, et derrière le moindre mal, je suis désolé, mais on y met de la morale. Ce n'est pas une question de bien ou mal, c'est une question de juste ou injuste aujourd'hui de l'accompagnement en fin de vie. Pour eux, le moindre mal, c'est finalement le suicide assisté où le soignant n'a pas à intervenir. Parce qu'ils nous expliquent que la main qui... C'est pas de moi ce terme, hein, c'est pour eux, je suis désolé de leur faire de la pub dans cette phrase-là, mais la main qui soigne n'est pas la main qui tue. C'est leur phrase. Voilà. Et que... Mais c'est exactement les mêmes arguments qu'on trouvait effectivement quand il y avait le débat sur l'IVG. Et c'est ce que je rappelle moi à chaque fois qu'à personne ne l'obligera à pratiquer la moindre aide active à mourir. Mais je tiens à rappeler quand même que parmi nos opposants, vous en avez qui expliquent qu'ils ont eux-mêmes pratiqué dans des temps anciens des aides actives à mourir. Jean Leonetti quand même a expliqué qu'il a débranché des respirateurs. Il a débranché des respirateurs pour libérer des lits. Sa phrase totale. Mais on nous donne encore des leçons sur le sujet. Mais donc, on se dirigerait vers ce modèle-là de l'Oregon. J'espère me tromper. Je n'ai pas eu le projet de loi. Alors, je ne sais pas si c'est un QCM qu'a Emmanuel Macron ou il doit mettre des croix pour choisir. Je n'en sais rien. Mais on se dirigerait vers ce modèle-là ou vers le modèle suisse, peut-être avec des associations bénévoles. Et la DMD remplirait totalement son rôle. On n'abandonnera personne. Nous tiendrons la main jusqu'au bout. Avec des souffrances réfractaires, physiques ou psychiques, à un stade avancé ou terminal d'une infection grave et incurable, dont le pronostic vital serait engagé à moyen terme. Et là, rebelote, on se retrouve avec des médecins qui diront si le court terme c'est quelques heures, quelques jours, le moyen terme ça va être quelques semaines, quelques mois. Et donc on se retrouvera à devoir dire à des patients tu comprends, ton pronostic vital finalement c'est 15 mois, donc il faut que tu attendes encore un peu. Ou tu ne souffres pas encore assez pour avoir le droit à ce qu'on t'accompagne dans le cadre d'une aide active à mourir. Et vraiment, je le rappelle, alors, il n'est pas là, il ne regarde certainement pas par Zoom, le président de la République, mais je rappelle que dans notre République, ce n'est pas le président de la République qui fait la loi. Et qu'aujourd'hui, si Emmanuel Macron hésite, tergiverse, ne sait pas, veut encore consulter, a la main qui tremble, mais j'ai une très bonne nouvelle pour lui. Les parlementaires n'ont qu'une attente, c'est de se saisir de ce texte de loi. Donc, s'il ne sait pas, nous, on le sait. Les parlementaires le savent, les Français le savent. Donc, ils mettent ce texte rapidement à l'ordre parlementaire, à l'ordre du jour parlementaire, et il y aura un débat, Assemblée nationale et Sénat, qui sera un débat long, vous laissez imaginer les navettes qui vont circuler, mais les parlementaires sauront, eux, voter. C'est toute leur légitimité
sur ce texte. Mais je fais le pari d'un texte à minima qui sera à discuter, à améliorer, à amender lors de son examen dans les deux chambres. Bonsoir. J'ai une question un peu naïve. On les cherche aujourd'hui, les sujets qui sont ensuite, qui regroupent 80% de la population, comme étant d'accord avec les propositions. Et vous dites que le premier sujet, c'est un manque de construction. Alors, moi, ça m'interroge, c'est assez contradictif. Alors, ça voudrait dire que c'est soit le président, qui est un peu maintenant le droit divin, c'est on aurait envie que ce sujet soit plus vraiment en main par les parlementaires, donc on serait vraiment dans un régime. Et un homme décide, ne décide pas. Donc c'est finalement, ça c'est la première piste. Deuxième piste, est-ce qu'il y a une corporation? D'entendre aussi, on peut s'interroger sur est-ce que le corps médical finalement, qui est sûrement très clair, pas généralisé sur le fait que le corps médical est bon. Et donc, c'est quoi ce sujet de la volonté de... Parce que, encore une fois, 80% de la population, il y a bien des sujets sur lesquels on aimerait. Pour vous répondre précisément, je pense que François Hollande, alors François Hollande aujourd'hui, quand j'ai rencontré, il m'a dit j'aurais dû aller plus loin. Oui, on est tous d'accord. Il aurait dû aller plus loin sur ce sujet. Je pense qu'il a été véritablement traumatisé par le sujet du mariage pour tous, où il ne s'attendait pas à cette opposition de certains, mais je mets en garde Emmanuel Macron contre cela, le vide politique. C'est-à-dire quand on n'assume pas, en tant que représentant politique, des convictions et ce pour quoi on se bat, et donc on ne le met pas rapidement à l'agenda parlementaire, et c'est ce qui s'était passé sur le mariage pour tous, mais vous avez des oppositions qui se créent, qui existent déjà, mais qui se rassemblent, et ces oppositions, aujourd'hui, sur le sujet des actifs à mourir, sont exactement, alors, je ne parle pas des soignants, hein, mis à part, mais sont exactement les mêmes que vous aviez sur d'autres sujets de société. Je suis désolé, vous retrouvez Alliance Vita, vous retrouvez Civitas, vous retrouvez la Fondation Le Jeune. Enfin, de toute façon, ils siègent tous dans les mêmes conseils d'administration. Et vous retrouvez une force médiatique aujourd'hui, on ne va pas se mentir, de certains médias qui ont participé à tout ça, mais je suis désolé, c'est la réalité. Quand vous avez eu sur C8 il y a quelques jours un documentaire, ça fait partie des 10 pires audiences de C8, tant mieux, mais un documentaire qui était contre l'aide active à mourir, mais qui a été un documentaire d'1 heure et demie contre la DMD, qui nous a fait beaucoup de publicité finalement. Donc j'ai remercié parce que des personnes ont été outrées par ce traitement médiatique et ont finalement appelé la DMD pour adhérer. Donc ça n'a pas fonctionné comme ils le souhaitaient. Mais vous avez ces groupes qui existent, et puis à l'intérieur, vous avez la religion qui existe. Donc vous me dites, c'est comme s'il y avait un homme de droit divin, mais François Hollande, à l'époque, si on a l'amendement Touraine qui n'est pas voté, c'est parce que le président de la République a refusé qu'il y ait une fronde, alors il l'a eu, hein, mais qu'il y ait une fronde qui aille contre son projet de loi et contre l'engagement qu'il avait pris 21, et donc qui aille plus loin que ce qu'il avait souhaité. Emmanuel Macron, aujourd'hui, tergiverse, mais ce n'est pas le droit divin, je n'irai pas jusque-là, puis je ne fais pas part de mes opinions politiques, mais je pense qu'Emmanuel Macron n'a quand même pas bien conscience qu'en s'étant engagé avec une convention citoyenne, avec ce projet de loi co-construit, il est temps maintenant vraiment de le soumettre. Donc c'est un manque de courage politique, mais qui peut paraître étonnant quand effectivement, sur ce sujet de société, comme aucun autre, et ce n'est pas depuis hier, c'est depuis des dizaines et des dizaines d'années, vous avez 80%, c'est même plus. Les derniers chiffres, c'est 90% de Français favorables à l'euthanasie et à peu près pareil sur le suicide assisté. Vous n'allez pas mettre des hordes de personnes dans la rue, vous n'allez pas heurter les consciences parce que vous respecterez même la conscience des soignants qui peuvent être opposés. Mais après, il y a aussi un poids, il en revient sur la religion et des soignants. Aujourd'hui, moi je suis désolé, quand vous prenez la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, ils ont décidé de se positionner contre l'aide active à mourir. Vous n'entendez pratiquement plus parler de soins palliatifs d'ailleurs. C'est l'ADMD qui parle le plus de soins palliatifs aujourd'hui. Mais ils ont décidé de se positionner contre. Très bien, ils ont décidé de faire avec d'autres une pétition. Enfin, c'est une pétition, c'est un texte qui rassemblerait 800 000 soignants. Ce qui n'est pas vrai, hein, mais qui rassemblerait 800 000 soignants. Vous êtes président de la République, vous entendez ça, vous dites quoi? Bah oui, finalement, je vais heurter toute la communauté médicale sur ce sujet. Et puis Emmanuel Macron qui
organise un dîner à l'Élysée pour parler du sujet de la fin de vie et qui, je le rappelle, il en a fait il n'y a pas tellement longtemps. Il a invité tous les religieux, absolument tous, il n'en a oublié aucun. Aucun. Il a invité toutes les sociétés savantes, dont la Société française d'accompagnement de soins palliatifs. Il n'a invité aucune association de bénévoles et d'aidants, absolument aucune, qui œuvre dans le domaine de l'accompagnement de la fin de vie et qui demande à légiférer. Donc évidemment, quand vous faites des dîners comme ça, vous vous retrouvez avec des personnes qui vous expliquent combien ce serait mal, parce que c'est mal, hein, ils se mettent sur le point de vue de la morale, combien ce serait mal de légiférer sur cette question. Alors que, je suis d'accord avec vous, je ne vois pas quel risque politique il y a, mais si aujourd'hui il y avait un calcul politique du président de la République qui souhaiterait qu'on retienne que c'est lui qui a fait voter la loi, pour moi, il se plante totalement, parce qu'on retiendra, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attentes et que ce sont des parlementaires qui se saisiront. Rendez-vous compte quelle gueule ça aurait si finalement il y avait une nouvelle niche parlementaire avec des députés qui votaient, qui allaient au bout du texte avant même que le gouvernement ait présenté son projet de loi. Donc, on en a marre d'attendre, mais il faut attendre encore. Donc, d'abord, je suis un grand admirateur de l'association. En revanche, je me pose la question, en quoi ces associations prennent un poids sur la politique, sur la démocratie sanitaire, qui serait en 2019. Alors, faut-il passer par la loi? Ça, c'est une vraie question, parce qu'on en a déjà eu deux. Il y a plein de rapports, et ce n'est pas propre d'ailleurs à la fin. Dans la plupart des secteurs, on procède comme ça. On peut se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment légiférer? Est-ce que, premièrement, on a confié au corps médical la légitimité de soigner jusqu'au bout? Il ne sera point, c'est un des. Alors, passer par les soins palliatifs, c'est un progrès considérable. Passer du cure au care, hein, on a un retard considérable. Parce que on est hospitalo-centré, hein, la technologie fait qu'on ne va pas mourir, etc. Donc, on se heurte à un problème culturel et un problème corporatiste considérable. Et moi, je pense que un des moyens, c'est de passer par le développement des soins palliatifs. Quand même, hein. Il y a un traité de soins palliatifs qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je vais citer ce chapitre, mais n'importe. J'ai vu la réflexion engagée très pluridisciplinaire, faisant appel à des ethiciens, faisant appel à des sociologues, à des psychologues. C'est vraiment, on voit bien que c'est une démarche citoyenne, ce n'est pas uniquement une démarche, mais jusqu'à maintenant, hein, globalement, c'est les médecins qui sont en partie. Et donc, tant qu'on ne changera pas la formation des médecins de façon considérable, et tant qu'on ne changera pas, finalement, on ne s'attaquera pas au corporatisme médical, je ne crois pas que la loi va changer les choses. Alors, on a l'exemple de l'IVG, parce que déjà, commençons peut-être par ne pas poursuivre les gens qui aimeront un suicide assisté. Déjà, on a oui, c'est une dépénalisation de l'euthanasie comme vous avez en Belgique. Mais c'est la loi. C'est la loi pour dépénaliser. Oui, mais il faut que la loi dépénalise. Oui, mais alors. Parce que de toute façon, le suicide assisté, qu'est-ce qui meurt aujourd'hui essentiellement? C'est les vieux. Dieu merci. Hein, sont les vieux. Hein, beaucoup sont déments, ce qui pose des problèmes considérables parce qu'ils sont incapables d'exprimer, n'ont pas forcément des directives anticipées. Moi, je pense que passer par la loi, ça n'avancera pas beaucoup. Il faut arriver progressivement à transformer le fonctionnement du système de santé. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Dépénaliser, c'est la loi. Ça veut dire que, très clairement, on légalise l'aide active à mourir, on passe dans le code de la santé publique. On dépénalise l'aide active à mourir, comme en Belgique, on passe par le code pénal. Voilà. Mais à la fin, on passe quand même par une loi. Il y a aujourd'hui des médecins qui vous disent « mais laissez-nous faire ». On l'a fait, laissez-nous faire, etc. Mais je rappelle quand même que ces médecins, on les traîne devant des tribunaux pour généralement avoir des non-lieux, en plus, mais on ne protège pas spécifiquement les soignés et les soignants. Je vous parlais des euthanasies clandestines. L'Institut national des études démographiques a fait il y a quelques années une étude auprès de 4000
de médecins qui analysaient 4000 décès. Et sur ces 4000 décès, ils leur demandaient de quoi étaient décédés les patients. Dans les réponses qu'ils ont obtenues, vous avez 0,8% des décès qui sont consécutifs à une injection létale. Injection létale interdite, strictement interdite dans notre pays. Alors on pourrait se dire, on a des médecins compatissants, aidants, etc., qui sont hors la loi, qui risquent énormément. Mais il y avait en dessous quelque chose à regarder, c'était que sur ces 0,8%, il y en avait seulement 0,2% à qui on avait demandé l'avis du patient. C'est-à-dire que vous aviez des patients qui étaient euthanasiés sans qu'on soit certain de leur libre choix. Donc on ne protégeait pas non plus les soignés. Et puis finalement, revenons 30 ans en arrière sur les cocktails lithiques, qui n'étaient pas faits par des médecins, mais par des infirmières, par des aides-soignants généralement. C'est bien pour ça d'ailleurs que dans les enquêtes au niveau médical, majoritairement, ce sont les infirmiers et les aides-soignants qui sont le plus favorables. Excusez-moi, mais les plus proches des patients. Les plus proches des patients. Et c'est pour ça qu'on décédait, souvent on décède, aujourd'hui qu'on décède majoritairement à l'hôpital, c'est tard, le soir, c'est seul, une fois que la famille est partie ou avant que la famille arrive. Voilà, bon, on sait bien comment des choses apparaissent, mais moi je pense que oui, il faut passer par la loi et obligatoirement par la loi, car la loi protège, car la loi encadre et car la loi ne permet pas justement des dérives que, imagine certains à l'étranger, et une nouvelle fois, ne nous disons pas, ne légiférons pas parce qu'on n'a pas besoin en France de légiférer. Si d'autres pays l'ont fait 20 ans avant nous, prenons exemple. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien peut-être, mais prenons exemple sur ce qu'ils ont fait pour avancer là-dessus. Après, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit cure et care. Effectivement, ça c'est un problème qu'on a chez nous. Curatif, palliatif, mais on n'a pas cette notion de cure et de care qu'ont nos amis britanniques, par exemple. Et c'est un grand problème, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, quand on vous forme en médecine, on vous apprend à guérir. Mais oui, mais la suite, c'est soigner. Et c'est là où il y a tout un problème. Et c'est pour ça qu'il faut des vocations et des formations dans les soins palliatifs qui ne répondront pas à toutes les demandes et à tous les cas, mais qui font, j'en connais, un travail formidable. Après, je suis toujours étonné de certains palliativistes qui me disent, moi, au grand jamais, j'ai eu des demandes d'aide active à mourir. Ça m'inquiète dans l'écoute qu'ils peuvent avoir. Ça m'inquiète d'ailleurs quand je vois certains bénévoles et aidants en soins palliatifs tenir des discours comme ils tiennent aujourd'hui sur l'aide active à mourir. Je me dis, quand tu es écoutant et tu oses tenir des discours comme ça, tu dois quand même pas bien écouter. Mais il y a un travail énorme à faire là-dessus. Et c'est bien pour ça que pour moi, la loi doit marcher, si je peux me permettre cette expression, et ça pourra plaire à Emmanuel Macron, sur sa jambe droite et sur sa jambe gauche, c'est-à-dire légalisation des aides actives à mourir et accès universel aux soins palliatifs et renforcement des droits des patients, parce qu'il faut inciter à écrire des directives anticipées et être accompagné dans la rédaction de directives anticipées et enfin donner un véritable poids à ce que sont les directives anticipées et à ce qu'est la personne de confiance. C'est ça la démocratie sanitaire. Si, la clarté de votre façon, je vais concentrer là-dessus, c'est possible. Je pense seulement là-dessus, ça peut être saisi. Si la loi décide, de ne pas en tenir. C'est possible, ou difficile en matière de si on il y avait aussi On a cessé en réalité de poursuivre depuis longtemps. Alors on poursuit, mais on ne condamne pas. C'est un peu notre hypocrisie. Mais quand on parle de la Suisse, on parle quand même des années 40. On ne parle pas de quelque chose qui existe depuis 20 ans en Suisse. Effectivement, les Suisses ont fait une interprétation de leur loi, donc cette assistance au suicide interdite s'il y avait un mobile égoïste. Donc, quand il n'y a pas de mobile égoïste, l'interprétation de la loi est faite ainsi. La Suisse, par contre, a eu des collèges de médecins qui
eux ont mis en place un protocole voilà, qui peuvent faire évoluer ou pas, donc qui est sur le seul suicide assisté, parce que vous avez raison. Alors la Suisse ne fonctionne pas comme nous, hein, les Helvétiques, vous avez des fédérations, etc. Donc dans des cantons, pour l'instant, aucun canton n'a accepté de légiférer sur l'euthanasie, et les Suisses voilà, souhaitent garder le seul suicide assisté. Et c'est pour ça qu'en Suisse, vous avez des associations suisses qui n'acceptent pas de non-résidents et des associations suisses qui acceptent des non-résidents, la plupart du temps des Français, mais c'est confié à des bénévoles. Une nouvelle fois, moi je veux bien la DND. Alors il faut être adhérent d'une association depuis quelques temps. Moi je suis désolé. Je ne me vois pas demain dire à quelqu'un, si c'était le choix que nous prenions de la Suisse, dire à quelqu'un, je suis désolé madame, je suis désolé monsieur, mais vous n'êtes pas adhérent depuis assez longtemps à la DMD, donc on ne peut pas vous accompagner. Et il faut payer en plus. Ce n'est pas ma façon de voir les choses, même si je reconnais le travail fraternel que font les Suisses et de nombreuses associations suisses qui accueillent de nombreux patients français qui n'arrivent pas à être respectés dans leur volonté chez nous. Oui, j'ai une question, en fait, j'ai pas bien compris les critères de votre idéal. Ceux de la Belgique, parce que vous avez plusieurs fois fait allusion à ce problème du nombre du moyen terme. Pronostic engagé à temps. L'idéal, il y a une dimension du pronostic, il y a que la peur. C'est ça, c'est pas des critères précis. Et aussi, accessoirement, comment on évite d'éventuels dérives, parce que je pense qu'il y a aussi peur des dérives. Alors, je vous remercie d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, je n'ai pas défini. Alors, la DMD a fait voter une proposition de loi par ses adhérents. Elle date de 2018 et elle dit une chose simple, toute personne capable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mineurs. Je me suis exprimé, moi, devant la Convention citoyenne sur l'aspect des mineurs, mais la DMD n'a pas décidé d'inclure les mineurs. Toute personne capable, à un stade avancé ou terminal, même en l'absence de pronostic vital engagé à brève échéance, atteinte d'au moins une affection pathologique ou accidentelle avérée, grave et incurable, et ou à tendance invalidante grave et incurable, qui lui inflige des souffrances physiques ou psychiques qu'elle juge insupportables ou qui la place dans un état de dépendance qu'elle juge incompatible avec sa dignité, peut demander un accès à une aide active à mort. Je suis désolé, je vous ai dit l'article en entier, mais pour répondre très clairement à votre question, si on parle du pronostic vital, je reprends, je ne vais pas prendre l'exemple de la maladie de Charcot parce qu'on va encore me dire oui, mais vous jouez là-dessus. Je vais prendre l'exemple de la sclérose en plaques, je la connais très bien, ça fait presque 30 ans que j'accompagne ma maman au quotidien dans cette terrible maladie, qui ne veut absolument pas d'une aide active à mourir d'ailleurs. Je rassure les opposants qui penseraient que je fais ça pour toucher un héritage derrière ou quoi que ce soit. Mais la sclérose en plaques, je vois bien, moi, avec ma mère, ce que c'est. Si demain, alors je prends l'exemple de la maman, mais si demain il y a des souffrances physiques ou psychiques qui lui sont insupportables, si pour elle, la vie n'est devenue véritablement que de la survie, c'est ça. Hein. Quand vous parlez, j'ai une grande amie, Catherine Icardi-Lazarev, qui a été là diagnostiquée avec une SLA, la maladie de Charcot, il y a 1 an et demi, son état, en plus c'est très rapide, très très rapide. Elle m'a dit, moi, le jour où je perds la parole, elle changera peut-être d'avis. Mais le jour où je perds la parole, c'est-à-dire où je ne peux plus interagir avec mes enfants, avec mes proches, ce jour-là, je souhaite être accompagnée en Belgique. Elle a déjà rencontré un professeur en Belgique. Elle rentre dans le cadre de la loi belge. Mais le jour où elle perd la parole, son pronostic vital sera peut-être pas de 12 mois. Elle pourrait, alors, elle ne pourrait pas vivre 10 ans avec une SLA, qu'on soit bien d'accord, mais elle pourrait peut-être vivre 2 ans, peut-être 3 ans, ça on n'en sait rien. Mais pour elle, ces souffrances sont totalement réfractaires et je ne souhaite pas d'une loi qui lui dise mais non, faut que tu souffres encore un peu, faut que ça dure encore un peu parce qu'il faut qu'on te donne un pronostic vital. Et enfin, pronostic vital à moyen terme. Et je vous dis, les médecins aujourd'hui, tous les médecins vous disent, on est incapable de donner ce pronostic vital. C'est pour ça que je ne souhaite pas qu'il y ait un mention de moyen terme parce qu'on est en train de vivre l'expérience du court terme de 2016 et que je préférerais une mention, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance. Aucun pays, c'est pareil, à un moment donné, à vouloir faire du franco-français, il y a un moment donné, réfléchir à ce qui se fait ailleurs. La Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal n'ont pas mis cette mention dans leur loi. Bon, écoutons peut-être ce qui se fait ailleurs et où il n'y a pas
de dérive ailleurs parce que on encadre strictement les choses. On peut être en désaccord avec la loi belge, par exemple, souci avec ça, mais quand aujourd'hui on nous dit les dérives, c'est que les Belges ont revu 17 fois leur loi. C'est faux. Les Belges, ils ont revu une fois leur loi, c'est l'accès aux mineurs, et ils ont mis, c'est aux mineurs, je vous rappelle, c'est un pronostic vital engagé à très court terme pour les mineurs. Il n'y a pas les souffrances psychiatriques pour les mineurs, et ça a concerné 5 mineurs, fort heureusement, depuis que la loi a changé. Mais c'est la seule modification qu'ont fait nos amis belges. Il y a une commission des commissions d'évaluation ensuite. Si dans 70% des cas, le dossier est accepté. Dans 30% des cas, cette commission d'évaluation demande une levée d'anonymat pour vérifier les choses. Si le dossier ne va pas, ils peuvent le transmettre au procureur du roi. Il faut qu'on ait une commission en France, évidemment une commission d'évaluation a posteriori. L'Espagne a choisi un autre modèle, c'est une commission d'évaluation a priori. En réalité, c'est la justice qui vous dit si oui ou non vous avez le droit à une aide active à mourir. L'effet pervers aujourd'hui de cette loi espagnole, c'est que la plupart des personnes décèdent avant même qu'il y ait eu un avis favorable de cette commission a priori. Voilà. Mais j'ai été plus clair sur la loi, qui n'est pas ma loi idéale, mais qui est pour moi la loi qui répondra peut-être pas à tous les cas, mais qui serait une loi de vie républicaine. Est-ce que vous incluez dans cette définition les malades psychiatriques? C'est-à-dire, je pense par exemple aux grandes dépressions, est-ce qu'ils rentrent dans le cadre? Alors, la question des critères. J'ai répondu personnellement également devant la Convention citoyenne dessus. Je ne fais pas de différence entre les souffrances physiques et psychiques. Alors, je ne parle pas de souffrances psychiatriques, mais de maladies effectivement psychiatriques. Là où les Belges d'ailleurs ont beaucoup de difficultés. Hein, alors les Belges, je rappelle, n'acceptent pas non plus de Français qui auraient des maladies psychiatriques. Hein. Et il y a même des débats en Belgique parce que toute la complexité, c'est d'arriver à la certitude, souffrance évidemment, mais d'une situation médicale sans issue. Et donc, c'est s'assurer qu'effectivement, on ait pu proposer absolument tout ce qui pouvait exister, toutes les thérapies dans les maladies psychiatriques. Mais dans la loi, ne faisons pas, moi, de différence entre ces souffrances. Oui, je le dis, j'inclurais les maladies psychiatriques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout, ça n'a aucune chance de passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qu'on soit bien d'accord. Hein. Comme la question des mineurs, ça n'a aucune chance. On a fait passer la sédation pour les majeurs et les mineurs, c'est-à-dire qu'on peut entendre un mineur qui dit, j'ai des souffrances réfractaires, je souhaite qu'on m'endorme, que je décède, hein, parce que la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès ne se réveille pas. Sinon, ce n'est pas maintenu jusqu'au décès. Mais moi, je ne comprends pas qu'on puisse écouter des mineurs dans le cadre d'une sédation, mais qu'on se dise qu'on est incapable d'écouter des mineurs dans le cadre d'une aide active à mourir. Mais ce n'est que ma position personnelle qui n'engage pas la position de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas entendable par nos parlementaires d'avancer sur de tels sujets dans le cadre d'une loi légiférant les actifs. Ce n'est que mon point personnel, je suis d'accord. J'ai une question et une remarque. La question, c'est ce qu'on trouve qu'il y a une certaine majorité parlementaire capable d'amender la loi dans le sens indiqué, sens normal, ou est-ce qu'ils vont se coucher à minimum? Et la deuxième chose, c'est plutôt sociologique. J'ai l'impression qu'il y a un autre enjeu dans tous ces débats. C'est un enjeu qui permettrait, à force de discuter de ça et de ne pas s'en tenir aux technologies de soins, si merveilleuses soient-elles, de réintroduire la mort, la notion de mort, dans la vie et de la rendre acceptable, c'est peut-être mon mot, mais de la rendre logique dans un parcours de vie. Mais alors, la mort fait partie de la vie. Voilà, mais il y a un grand tabou dans notre pays sur la mort. On veillait les corps avant, on ne les veille plus aujourd'hui, alors que la mort est partout aujourd'hui. Vraiment partout. Vous avez le télé, c'est la mort. Vous avez le téléphone, la mort est partout, mais il reste ce tabou, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, mais il reste ce tabou de la mort, pardon. Et je pense que ce débat a le mérite également de ne pas se focaliser sur l'acte qui va mourir, mais de parler de l'acceptation du deuil, du rôle des aidants, du rôle des bénévoles, du rôle des proches, de la mort. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que la mort? Mais vous savez, quand on parle des directives anticipées, moi j'ai de nombreuses personnes qui me disent ouais, mais moi je ne vais pas faire mes directives anticipées, je n'ai pas prévu de mourir. Oui, mais justement, faire sa directive anticipée, ça permet de préparer les choses si on n'est plus en état de s'exprimer. Et ce n'est pas les faire qui fait mourir, et ce n'est pas parler de la mort qui fait mourir. J'en témoigne au quotidien, ça c'est certain. Après, pour vous répondre très clairement sur l'Assemblée nationale, oui, il y a une majorité de députés favorables pour alors amender le texte. On verra ce que sera le texte. Maintenant, ça dépend sur la comète. Quand je dis qu'il sera à minima, c'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Mais il y a une majorité pour voter un texte comme j'ai présenté sur l'article de la DMD. Il y avait une majorité en 2021 qui l'a voté. Il y a une différence par rapport à 2021. C'est des partis qui ont rejoint plus massivement l'Assemblée nationale qui pouvaient paraître opposés, peut-être. Effectivement, on ne va pas se mentir, quand vous prenez le vote sur le texte, vous avez une majorité, alors vous avez la majorité qui était morcelée, la majorité présidentielle, vous avez la gauche qui votait pratiquement unanimement le texte, et puis vous aviez à droite des votes moitié-moitié. Mais c'était la première fois que Marine Brognier, par exemple, députée, qui a rejoint Marine Brognier, je suis fier de ça, j'ai fait rejoindre il y a quelques semaines le conseil d'administration de la DMD, députée des Républicains, enfin, qui n'est plus députée, mais qui était députée LR. C'était important qu'il y ait une députée LR qui fasse cette proposition qu'elle avait faite lorsqu'elle était députée, cette proposition de loi. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de politique à la DMD. C'est une question politique, mais on ne fait pas de politique. Je ne suis d'aucun mouvement, adhérent dans aucun parti, personne ne peut savoir ce que je vote. Mais je vais discuter avec tout le monde, vraiment avec tout le monde. Ça peut me coûter, mais c'est avec tout le monde que je vais discuter. De tous les représentants aujourd'hui de groupes, ils m'ont tous dit la même chose, il y aura une liberté de vote. Et dans tous les groupes, vous avez des personnes contre et pour. Vous avez au Parti communiste des personnes qui sont contre, des personnes qui sont pour. À l'Assemblée nationale, vous avez des personnes qui sont contre, des personnes qui sont pour. Ce n'est pas une couleur politique, vraiment, sur ce sujet. Donc, la majorité est là. Est-ce que la majorité aura le courage qu'elle n'a pas eu en 2016, lors de l'amendement Touraine? Je ne vais pas dire je le crois, je vous parlais des cités tout à l'heure, mais je le pense. Peut-être une dernière question. Vous voulez que je vous apporte le micro? Oui, non. Je suis adhérente. Et j'ai une question. Et qui finalement répondent à une évolution des sociétés de d'ailleurs très mal. Donc j'ai bien compris qu'en termes la DD se voit chercher à quelqu'un et c'est-à-dire d'avoir connu dès le début l'accompagnement, on va dire comme ça, début l'accompagnement du choix. À la différence de soignants à l'étranger, nous avons un service public. La majorité de nos soignants font partie de ce service public hospitalier. Donc, pourquoi pas qu'il y ait des lieux privés, pourquoi pas l'ADMD? Moi, c'est une réflexion que je mène avec l'ADMD, parce qu'une fois qu'il y a le vote de la loi, l'ADMD, il faudra transformer l'ADMD, mais comme d'autres ADMD se sont transformés en Belgique quand ils ont eu la loi. Moi, j'ai une idée pour l'ADMD qui pourrait très bien constituer une unité, pas une unité de soins palliatifs, mais où on pourrait accompagner dans le cadre d'aide active à mourir des personnes qui le souhaiteraient parce qu'ils se retrouveraient bloqués par d'autres unités, par exemple. Si c'est le modèle de l'Oregon ou le modèle suisse, peut-être que ce serait des maisons, comme il y a en Suisse, effectivement, pour accompagner. Maintenant, un service public qui est le nôtre, dans cette démocratie sanitaire, une nouvelle fois, je reconnais la clause personnelle des médecins, et donc, ce que je réponds aux soignants, c'est simple. Je ne t'obligerai pas, enfin, très prétentieux, mais la loi ne t'obligera pas à pratiquer une quelconque aide active à mourir. Mais je leur répondrai là, j'utilise le jeu, garde-toi bien de toute vérité aujourd'hui. Regarde ce qui a pu se passer ailleurs. Mais
créer des maisons à part, ça voudrait dire qu'on connaît une clause de conscience au mur, et une nouvelle fois, je ne le souhaite pas. Et donc les médecins peuvent être opposés, mais je finis juste là-dessus. Quand je vous disais on peut changer d'avis, on peut être pour et être contre, voilà, mais je prends deux exemples précis. Corinne Van Oust, qui est une médecin belge. Corinne Van Oust, lors des débats en Belgique, médecin de soins palliatifs, avait signé des tribunes contre l'euthanasie. Elle expliquait qu'elle ne pouvait pas, et c'était sa foi, elle ne se cachait pas. Elle avait l'honnêteté, elle, de ne pas se cacher derrière autre chose. Donc, elle assumait que c'était sa foi. On entendra qui va entendre. Et ensuite, face à ces demandes qu'elle n'entendait pas d'Aide Active à mourir à l'époque où elle le disait, je ne les entendais pas. Et quand il y a eu la loi, curieusement, elle s'est mise à entendre ces demandes. Ces demandes n'ont pas changé. C'est elle, dans sa façon de se former, qui a changé. Et elle accompagne dans le cadre d'Aide Active à mourir. Parce que pour elle, ça fait partie de son métier de soin. D'autres ne le souhaitent pas. Hein, Et pour finir sur le changement d'avis, je vous disais tout à l'heure, je viens de l'Est de la France, il y a quelqu'un qui s'appelait Paulette Guinchard. Paulette Guinchard, qui était secrétaire d'État aux personnes âgées sous Lionel Jospin, qui avait fait toutes les tribunes avec Régis Aubry et Jean Lodetti contre Aide Active à mourir, qui expliquait toutes ces dérives qui pouvaient exister sur Aide Active à mourir. Et puis, Paulette, quand elle s'est retrouvée face à la maladie orpheline, qu'elle connaissait très bien parce que ses proches en avaient été atteints, elle est partie en Suisse. Elle est partie en Suisse pour bénéficier d'un suicide assisté. Elle a souhaité que son combat devienne public pour dire, effectivement, gardons-nous bien de ces certitudes. Quand nous sommes face à la maladie, on peut changer. Et en Belgique, de nombreux prêtres pourraient vous le dire, puisqu'il y a cette spécificité en Belgique d'avoir parmi les premières personnes qui ont été accompagnées dans le cadre d'une Aide Active à mourir, les prêtres qui étaient totalement opposés à l'origine à tout débat et à toute dépénalisation de cette. Mais est-ce que c'est quoi la raison pour laquelle Je pense. Pour vous répondre très honnêtement, je pense aujourd'hui que le projet de gouvernement sera, le projet de loi sera le modèle de l'Oregon, tout simplement parce que ils se disent il ne faut pas associer des soignants qui sont opposés, mais majoritairement, ils ne sont pas opposés, et on leur mettrait une clause de conscience. Donc, mais je fais le pari, ils font ce modèle-là. Enfin, de toute façon, les députés ne le voteront pas. Voilà, ils iront plus loin, mais imaginons je me trompe, et les députés se limiteraient à ce projet de loi. Dans 5 ans, on revient parler de ça, et on entendra le même Emmanuel Macron qui dira la même chose en confidence que nous fait François Hollande aujourd'hui, 5 ans. si j'avais su. Non, mais il sera toujours vivant. Ah oui. François Hollande est toujours vivant, je le rappelle. Hein. Il est président, mais il est toujours vivant. Non, la confidence de François Hollande, c'est plus François Hollande, plus président. Hein. Et moi, je pense qu'on va peut-être. Faudrait arrêter très vite. Mais que finalement, jusqu'à présent, c'était toujours Dieu qui nous rappelait de l'autre côté. Et je pense qu'au niveau inconscient, c'est quand même un des plans de l'histoire. Par contre, mourir vivant, comme disait Paulus, c'est quand même mieux. Chez ma mère, qui n'en est pas 4 ans, je vois tous ces gens qui ont juste des légumes. Et que depuis des années, on essaye de mettre ça en route. Et que par ailleurs, le pire, en ce moment, on peut changer de sexe sans trop de problèmes, alors qu'on ne peut même pas mourir tranquille. C'est un autre débat. Bon, vous vouliez. Non. Ce ne sont pas des pharmacies aux États-Unis. Oui, il y a un prescripteur, mais qui n'est pas spécifiquement un médecin. C'est un modèle américain, hein, c'est autre chose, hein, c'est une autre culture, c'est une autre façon d'être. Non. Par contre, le soignant peut être présent. Hein. Et, C'est juste un petit point qui vient d'être dit par plusieurs personnes depuis un petit moment. Je pense que peut-être en France, il y a quelque chose qui bloque, c'est de considérer que cette aide à mourir n'est pas considérée comme un droit, mais comme un acte
et que c'est l'acte médical qui nous perturbe énormément en France et qui n'est pas conçu de la même façon dans d'autres pays. Je crois que là, il y a c'est ce que vous essayez de dire tout à l'heure, je crois qu'il y a une transformation sans doute pas seulement philosophique mais culturelle, et peut-être à opérer assez rapidement, de faire comprendre que ce n'est pas un acte. Voilà. Ceci étant dit, c'est la seule remarque que je ferai. Je remercie Jonathan Denis de cet exposé, de cet intérêt qu'il nous a donné sur cette question qui est difficile. Je remercie aussi tous ceux qui sont intervenus et qui ont posé des questions fort intéressantes qui permettent de préciser les choses. Le débat n'est pas terminé, mais peut-être qu'on peut espérer ensemble que prochainement, ce ne soit pas simplement une question de courage, mais simplement une question de dignité pour les politiques eux-mêmes. Vous inquiétez pas. Oui, non, ça va y encore. J'avais peur qu'il tombe.